merci à Géraud et à la Fabrique écologique de m'avoir invité. Bon, je disais à Naïta que j'allais vous décevoir, mais c'est le rôle des philosophes, hein, de décevoir ceux à qui ils parlent. Bon, moi j'ai pris comme question comment réussir la transition écologique. Et je voudrais partir de ce qui me paraît un des problèmes, c'est-à-dire d'une part, et je pense qu'ici, bon, la fabrique écologique a une orientation pragmatique visant l'action. Il y a très souvent sur les questions écologiques, au nom de l'urgence, au nom de la nécessité d'agir, l'idée finalement qu'on sait ce qu'il faut savoir et qu'il faut passer à l'action et donc qu'on peut formuler un certain nombre de propositions précises, concrètes. Mais il y a aussi l'idée, que je soutiendrai plus, que justement en cas d'urgence, si on se précipite dans la mauvaise voie, c'est d'autant plus embêtant qu'on n'a pas forcément le temps de revenir en arrière. Et je rappellerai la phrase très connue d'Einstein, hein, selon laquelle on ne résout pas les problèmes avec les modes de pensée qui les ont engendrés. Hein. We cannot solve our problem with the same thinking we used when we created them. Et donc le risque, hein, c'est de s'orienter vers des actions conçues comme des solutions qui en fait ne fassent que reproduire ce qui a conduit au problème. Et donc, ce que je me suis dit, c'est que pour vous présenter les propos, je vais quand même. Ça, c'est mieux? Ok. Et il s'est trouvé que au moment où la fabrique me demandait d'intervenir, j'ai été également sollicité par des universitaires scientifiques de Brest qui m'ont demandé d'intervenir à la semaine de la recherche au début février et qui m'ont un petit peu défini le cadre de ce que je devais dire. Alors je repars de là parce que ça me paraît finalement une présentation assez correcte de ce qui est peut-être les idées reçues sur le cadre dans lequel on peut rechercher des actions de transition écologique. Alors donc leur journée aura pour titre climat et transition énergétique, changer de modèle de société, et le pitch, comme ils m'ont dit, et le suivant, je cite, la nécessité et l'urgence de l'action sont désormais reconnues par la communauté scientifique comme par les dirigeantes, on est dans l'écriture inclusive, politique. Changement climatique et raréfaction des ressources énergétiques sont les deux faces d'une même problématique. Réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre dans un monde en croissance démographique et économique. Je crois qu'on peut trouver là, hein, j'y reviendrai hein, sur cette phrase, les idées reçues au bon sens du terme, hein, du cadre dans lequel on réfléchit alors qu'il dit la transition énergétique, avec plus d'ambition on dira transition écologique. L'objectif, me disait-il, étant donc de faire réfléchir sur les conséquences d'une transformation profonde, rapide et progressive du secteur énergétique dans son ensemble, et dans la perspective d'une décarbonisation effective de l'économie et de la société. Alors, bon, je vous ai dit que j'allais vous décevoir. Je vais faire une des rares choses que je sache faire, qui est de déconstruire hein, ce genre d'affirmation, et d'essayer de montrer en quoi ça ne va pas de soi, en quoi ça pose des problèmes, et en quoi ça peut orienté vers d'autres solutions que celles que ça indique. Bon, on pourrait très bien prendre ça comme cadre et, par exemple, dire, bon ben voilà, la communauté scientifique a prévenu, les dirigeants politiques prennent des décisions en fonction d'une croissance démographique et économique. Bon, ben, pour
une économie décarbonée, eh ben, on va discuter des mérites comparés de la poursuite du nucléaire, et qui, comme chacun sait, est une énergie décarbonée, et du maintien, enfin du développement, au contraire, des énergies renouvelables, éoliens, ou bonjour Lucie. Euh, Or, si on prend ça comme point de départ, il y a quelque chose, là aussi, on est dans le... J'essayais de présenter le cadre dans lequel, en général, on réfléchit à la transition écologique, ici dite énergétique, à partir d'une proposition qu'on m'a faite. Et donc, généralement, quand on dit ça, il y a une objection immédiate qui arrive, c'est que tout ça, c'est bien joli, hein, la communauté scientifique dit, le problème, c'est peut-être que les dirigeantes politiques disent oui, mais ils font rien. Hein, la remarque la plus générale est celle de l'impuissance. Et bon, on prend des chiffres pour montrer que les émissions de carbone, loin de diminuer, auraient plutôt tendance à augmenter. Et donc, dans cette présentation à deux éléments, la communauté scientifique, les experts et les politiques, il manque un troisième terme, qui est la société civile. Et cette société civile, elle est présente, hein, que ce soit dans des poursuites judiciaires, notre affaire à tous et autres, ou que ce soit dans un certain nombre de mobilisations qu'on a vues récemment, Extinction et Rébellion, ou Greta Thunberg, avec les manifestations de jeunes pour le climat un peu partout dans le monde. Donc l'idée, c'est que il faut forcer les gouvernements à agir, parce que de même, pour des raisons sur lesquelles, je reviendrai sur les explications qu'on donne de ces raisons, mais parce que les gouvernements, ou ils disent qu'ils veulent rien faire, ou ils font pas grand-chose. Suivez mon regard. Le problème, c'est que quelqu'un comme Greta Thunberg, de ce point de vue-là, Extinction et Rébellion, c'est pas franchement différent. Bon, les poursuites judiciaires, c'est un peu différent, mais Greta Thunberg dit, faites ce que les scientifiques disent de faire. Hein. Eux, ils savent, et il faut, voilà, il y a le diagnostic de la communauté scientifique, et il faut l'appliquer. Or, c'est là-dessus que je voudrais revenir, parce que, me semble-t-il, ça pose véritablement problème de cette façon de voir, hein, une communauté scientifique qui sait et des politiques qui ne savent pas, en plus de l'absence de la société civile dans une telle dualité. Et donc, je voudrais revenir un peu sur le pitch là qu'on m'a proposé, et en reprendre, alors je vous le relis rapidement, hein, changement climatique et raréfaction des ressources énergétiques sont les deux faces d'une même problématique. Ça va pas de soi, hein, ça va pas de soi. On peut au contraire montrer que le problème, c'est pas la raréfaction des ressources, c'est plutôt qu'on a trop de pétrole que pas assez. Donc ça va pas de soi. Mais j'insisterai plutôt sur ce qui est donné, hein, tel qu'est présenté le cadre de la réflexion, c'est il faut aller vers une économie décarbonée, tenant compte finalement de ce qu'on peut appeler des contraintes, hein, croissance démographique et croissance économique, hein, réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre dans un monde en croissance démographique et économique. Alors je ne vais pas vous dire ce que vous savez tous, je vais juste le rappeler un peu. Premièrement, la question de la croissance démographique n'est pas une question qui va de soi. Hein. Vous savez aussi que dans les débuts de la réflexion, dans les années 70, hein, dans les débuts de la réflexion sur ce qu'on appelait alors la crise écologique, on a mis beaucoup l'accent sur l'excès de population, hein, sur la surpopulation. C'est un élément que prenait le rapport Meadows, une des données que prenait
qu'incorporait le rapport Meadows, mais très vite, hein, on a critiqué ça de différentes façons. D'une part, il semble, alors moi je suis pas démographe, hein, mais il semble que cette croissance se ralentit et que vers au siècle prochain, on sera plutôt en inversion, hein, on sera plutôt dans une sorte de dépeuplement, mais surtout, ce qu'a appris la réflexion, ce qu'a fait surgir la réflexion, c'est l'idée que tous les humains ne pèsent pas le même poids, que c'est donc qu'il y a un problème d'inégalité de ce point de vue-là dans l'empreinte écologique, d'inégalité nord-sud, et que poser la surpopulation comme une donnée non réfléchie, c'est une façon de masquer l'inégalité entre pays du Nord et pays du Sud, qui est au contraire, une donnée extrêmement importante de l'actuel dérèglement climatique et des actuels problèmes. Quant à la croissance, là aussi, je ne vais pas insister parce que c'est quelque chose que vous connaissez tous. Je vais juste rappeler que non seulement comme outil, disons, comme outil de mesures économiques, c'est l'objet de mesures, disons, du PIB, c'est l'objet de nombreuses critiques, en particulier en ce qui concerne les indicateurs, hein, l'idée que la mesure du PIB, là aussi, est trop réductrice, trop simple, et qu'il faut tenir compte d'une diversité d'indicateurs. Mais c'est aussi l'idée que la croissance, qu'on appelle la croissance économique, c'est pas seulement des éléments quantifiés, hein, permettant de dire un taux 2, etc. Mais c'est une sorte d'entente sociale, hein, puisque sur la croissance se fait, on pourrait dire, une articulation entre le secteur économique et le secteur social, qui marque et le New Deal de Roosevelt dans les années 30 et ce qu'on a appelé les 30 glorieuses. Alors là aussi, dès qu'on regarde, on se rend compte que les conditions actuelles ne sont plus les mêmes et que, disons, quand on parle de croissance verte, ou comme le font les démocrates aux États-Unis de Green New Deal, peut-être que ce Green New Deal, cette nouvelle donne verte, le Colonial New Deal reposait sur une économie carbonée, comme l'a montré le livre de Timothy Mitchell, Carbone Démocratie, et que de ce point de vue-là, un Green New Deal est problématique. Je ne suis pas en train de vous dire que ça n'existe pas, mais je dis ce qui est donné comme des évidences est en fait extraordinairement problématique. J'ajoute à ça que, là aussi, un certain nombre, vous savez, un certain nombre d'économistes ou de sociologues ont montré que la croissance, il n'y en avait plus beaucoup au nord, et que les promesses d'emploi qu'elle portait n'étaient pas réalisées du fait de l'importance des inégalités. Autrement dit, quand on reprend l'ensemble, ce qui peut, je vous dis, à première lecture, on se dit, oui, c'est ça, c'est bien résumé, c'est correct. En fait, ça se démolit un peu, ça se déconstruit un peu, et que, en particulier, l'idée de réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre dans un monde en croissance démographique et économique, ça vaut peut-être pour les pays du Sud, mais ça vaut plus pour les pays du Nord, qui ne sont plus ni en croissance démographique, ni en croissance économique. Donc, qu'est-ce qu'on a, il me semble, quand on regarde cette présentation qui vous dit, finalement, c'est simple. Il y a les scientifiques qui donnent un avis, il y a les politiques qui agissent, et que quand on dit, finalement, les politiques n'agissent pas, on dit, avec un petit peu de manif, un petit peu de pression, on va y arriver. Et si on regarde d'un peu plus près, on se rend compte qu'on n'a pas d'un côté la vérité scientifique et de l'autre les politiques hésitants. On a en fait, je dirais, je n'emploierai pas le terme de conversation parce que ça existe plutôt dans d'autres domaines, mais des échanges entre un certain nombre de spécialistes qui peuvent être des experts scientifiques, qui peuvent être des techniciens administratifs ou politiques, qui peuvent être des politiques, que ces échanges
suppose un langage commun, et que ce langage commun, c'est la quantification. C'est l'importance mise à la capacité à communiquer à partir de données quantifiées. Et que ce langage commun et que ces échanges entre différents types d'experts qui fait finalement chacun dit à l'autre non pas ce que l'autre attend mais ce que l'autre peut comprendre restreignent finalement le cadre des actions possibles, en restreignant à ce qui peut se dire dans des données quantifiées, avec un certain nombre de références et un certain mode d'action. Alors bon, je vais pas employer le mot de technocratie, mais vous pouvez me le reprocher, hein, je me battrai pas vraiment dessus. Je dirais que c'est des modes d'action, hein, pour reprendre la distinction connue du comte de Saint-Simon, qui relève plus de l'administration des choses que du gouvernement des hommes. Et que parce que ça relève plus de l'administration des choses, ces choses qu'on mesure, qu'on quantifie, qu'on compare, que du gouvernement des hommes, eh bien, ce type de façon de problématiser les choses on l'a vu, j'ai essayé de le montrer, en tout cas c'est ce qui me semble, a pour conséquence d'occulter, en fait, la dimension sociale et les disparités sociales. Et donc j'en viens à ce qui sera mes conclusions et mes propositions. Et je repars donc de ce qui est le constat général. Hein. On sait bien qu'il y a des choses à faire, mais on ne fait pas grand-chose. Ce constat général est souvent renvoyé à ce qu'on appelle la myopie des dirigeants, hein, pris qui sont dans le court terme, que ce soit le court terme d'un calcul économique qui a du mal à voir à long terme, ou que ce soit le court terme des élections qui ne permet pas de prévoir, enfin de se lancer dans des actions à long terme qui ont des conséquences immédiates pas forcément positives. Contre cette idée qui est généralement reçue et qui correspond bien au cadre dont nous sommes partis, je voudrais avancer l'idée, prendre comme hypothèse que le principal obstacle à une transition énergétique, je recite ce qui m'avait été proposé, à la transformation profonde, rapide et progressive du secteur énergétique dans son ensemble, dans la perspective d'une décarbonisation effective de l'économie et de la société. Le principal obstacle donc que fait surgir le peu de résultats, c'est pas ce qu'on je reprends le terme de myopie, c'est pas la domination du court terme, mais c'est la place écrasante des inégalités sociales qui sont en même temps des inégalités écologiques et environnementales. J'entends par là que les inégalités socio-économiques, revenus, patrimoine, affectent de plus en plus le milieu de vie, hein, qui a le problème de ne pas être très mesurable, mais se marque par le fait que disons pour aller vite, hein, le fardeau des règlements écologiques pèse sur les plus pauvres et les plus vulnérables, beaucoup moins que sur les plus riches et les plus résilients. Donc, de ce point de vue-là, pourquoi est-ce que l'inégalité et les inégalités, alors aussi bien nord-sud que les inégalités à l'intérieur de chaque pays, sont l'obstacle principal à une transition écologique réussie? Parce que d'une part, un pays divisé par des inégalités ne se lance pas dans une œuvre à longue haleine, et d'autant moins que les plus vulnérables, les plus pauvres sont persuadés que le poids des politiques environnementales va retomber plus fortement sur eux que sur les plus riches, mais surtout, beaucoup plus directement, parce que les plus riches ont intérêt au statu quo, soit qu'ils en profitent directement, les firmes pétrolières, soit que, pour employer l'expression d'Anat Singh, gérer les ruines du capitalisme, c'est assez franchement rentable. On peut tirer des profits importants de
de la gestion, alors moi je ne suis pas catastrophiste, hein, donc je ne dirais pas la catastrophe, mais de la gestion des graves dérèglements. Alors qu'à l'inverse, les plus pauvres et les plus vulnérables, ceux qui souffrent le plus de la situation, ben, on n'en souffre pas tous passivement, hein, et que les initiatives se multiplient, initiatives de toutes sortes, hein, qui vont des mobilisations sur le milieu de vie, hein, dont l'équipe de Joan Martinez-Allier à Barcelone fait le tableau, hein, dans son atlas de la justice environnementale, mais aussi par une multitude d'initiatives dans toutes sortes de domaines, agricoles, économie solidaire, etc., etc., etc. Et que donc, de ce point de vue-là, ben, impuissance, oui, du côté des dirigeantes, comme dit mon texte, mais la société civile, il y a des actions. Hein, c'est-à-dire exclure la société civile de la présentation de la problématique, c'est non seulement oublier un troisième terme, mais c'est oublier peut-être ce qui fait le plus. Donc à partir de là, mes propositions, et je vais arrêter. Premièrement, moi je conseillerais, parce qu'en fait on n'a pas beaucoup d'études sur les inégalités environnementales, hein, on constate une fois de plus que quand Piketty parle des inégalités, il continue à ignorer la dimension environnementale complètement, donc je pense qu'il y a vraiment des études à faire. Et deuxièmement, bon, j'en ferai que deux, mais elles peuvent se diviser, hein. Là aussi, étudier les initiatives, hein, pas se précipiter sur des solutions. Et étudier les initiatives, c'est se rendre compte qu'on a certes, pour faire face, pour aller vers la transition écologique, bon alors j'ai pas eu le temps, hein, mais j'ai des choses à dire sur le terme de transition, mais bon. Pour aller donc vers la transition écologique, on a besoin d'innovation, mais ces innovations ne sont pas forcément technologiques. Hein. Je me souviens que Lucille avait fait un rapport où justement elle montrait bien que il n'y a pas de raison de réduire le domaine de l'innovation à la seule innovation technique qu'il y a. Alors est-ce qu'on va parler d'innovation ou est-ce qu'on va parler d'inventivité, est-ce qu'on va parler d'initiative, bon, ça on peut en discuter, mais il y a des inventions de formes de vie, de façons de vivre nouvelles qui sont aussi importantes pour avancer dans la transition écologique que des mesures proprement techniques. Merci beaucoup. Et donc, je passe la parole à Lucille pour poser la question. D'accord. À toi, Lucille. Merci. Alors moi, je sais, Catherine, que tu n'es pas catastrophiste. Nous avons souvent discuté de ça, et je crois que c'est d'ailleurs parce que tu replaces la société et la question démocratique au centre du jeu. Mais on voit bien que le sentiment d'une fin du monde ou d'une catastrophe est présent, même si on n'est pas catastrophiste ou collapsologue. Qu'est-ce qu'on fait avec ce sentiment de fin du monde, ce sentiment d'incertitude qui aujourd'hui inspire aussi justement ces manifestations? Qu'est-ce que tu en fais par rapport à cette question démocratique? Comment est-ce qu'on le... Je crois que d'abord de sentiments du fin du monde, il y en a de plusieurs sortes. Hein. Mercredi dernier, j'étais au jury d'une thèse qui a été soutenue dans ce qui est un nouveau domaine académique que je ne connaissais pas, qui est le marxisme écologique. Hein. C'est une nouvelle discipline académique. Et qui n'était pas inintéressant. Je sais pas très bien ce qui restait le marxisme. Enfin, c'est une autre question. Mais ce que montrait, c'est pour ça que je citais cette thèse, ce qui montrait bien, c'est ce que j'ai appelé la gestion capitaliste des ruines à son côté privé, qui est une certaine forme, disons la collapsologie, hein, qui est une gestion privée en repli sur soi de la catastrophe à venir. Hein. On va chercher un endroit et on se met un endroit où on sera un peu à l'abri et on se met dans la disposition d'esprit qui fait que ça se passera pas trop mal.
Je pense que c'est vrai que des manifs autour comme celle de Greta Thunberg, moi quand je les ai vus arriver, je me suis dit, bah, ça y est, les catastrophistes, ils ont gagné, ils ont réussi à faire peur. Hein. Mais c'est autre chose. Hein. Il y a une mobilisation, il y a une action, il y a bon. Personnellement, je l'ai montré, hein, je pense que ce qui se fait dans ces mobilisations est plus important que ce qui est visé. Hein, cette façon de dire au gouvernement, faites ce qu'on vous dit de faire, ça me paraît pas très bon. Mais cette mobilisation, cette fête, bon, le terme connu d'empowerment intraduisible, hein, qui donne une existence publique, une force à la jeunesse, je pense que c'est différent d'un sentiment privé de fin du monde. Hein. Donc moi je dirais qu'il y a une diversité on ne peut pas l'unifier, quoi. Merci. Je vais moi aussi poser une question avant de vous passer la parole. Je partage totalement cette idée que le basculement tout simple de solutions qui seraient scientifiques sur la transition écologique et énergétique n'est pas opérationnel et ne marche pas. Et de ce point de vue-là, je pense que le message qui est de dire simplement il suffit d'écouter les scientifiques et puis d'appliquer ce qu'ils disent et puis tout ira bien me paraît faux. D'ailleurs, un tout petit peu, je trouve, personnellement, je le dis, une dérive du GIEC qui fait des analyses, et de ce point de vue-là, il est parfaitement dans son rôle, et c'est extrêmement important de savoir où on va. En revanche, l'idée qu'il puisse y avoir dans les rapports du GIEC des solutions me paraît une idée qui est dangereuse, parce que, comme tu l'as dit, les solutions, et c'est là-dessus que je voulais venir, nous ici, y compris à la Fabrique écologique, on a le sentiment que les solutions doivent se co-construire avec les citoyens, et que ça ne peut pas être des solutions venues d'en haut. Donc le sujet des inégalités, évidemment, est très prégnant derrière tout ça, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même aussi un sujet qui est de se dire, dans un certain nombre de domaines, on n'arrive pas à mettre en place les mécanismes permettant de co-construire avec la société civile, avec les différents partenaires, des solutions qui permettent d'avancer suffisamment rapidement. Alors, il y a toute une série de tentatives, il y a la Convention citoyenne, etc. Mais on voit bien qu'on n'arrive pas à embrayer et que, du coup, on a toujours cet écart, y compris, moi on le voit bien dans les différents travaux que nous faisons, cet écart entre une attitude de protestation, de mobilisation, etc., de beaucoup de gens, et à juste titre, et puis de l'autre côté, l'espèce de panne d'inspiration que peut avoir un certain nombre de nos gouvernants sur le fait de se dire, mais comment faire et quoi faire pour qu'il y ait des solutions qui soient acceptées par le plus grand nombre. Voilà. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème de mécanisme démocratique pour arriver à des solutions plus concrètes? Je vais tiquer bien sûr sur le terme de mécanisme. Quand je parlais d'administration des choses plutôt que de gouvernement des hommes, hein, avec le mécanisme, on est dans le langage des causes et des effets, alors que le langage de la politique, c'est le langage de la sociabilité et du conflit, me semble-t-il. Hein. Donc, alors, je peux pas m'en empêcher de faire ça. Mais attends. Alors, moi, ce que je crois, c'est qu'on regarde pas assez ce qui se fait. Je vais prendre un exemple, parce que on m'avait demandé de faire la postface d'un livre qui était une série d'enquêtes sur l'agriculture biologique dans les pays francophones, en Belgique, en Suisse et en France. Et une agriculture biologique, pas de la grande production qui fait du goutte à goutte sans intrants chimiques, non, une agriculture biologique où il n'y a pas seulement justement une modification technique, mais des formes de sociabilité différentes avec des échanges, bon, etc. Et donc, alors, il y a deux choses qui m'ont frappé là-dessus. La première, c'est que quand on demandait aux différents agriculteurs qui faisaient de l'agriculture biologique qu'est-ce que ça leur apportait, qu'est-ce qu'ils en attendaient, ils disaient pas c'est pour sauver la planète. Ils disaient c'est pour retrouver notre autonomie. Parce que au lieu d'être intégrés par des firmes qui leur donnent les semences, les produits de traitement, ben
ils développent leurs propres moyens et ils ont à réapprendre. Hein. Donc, de ce point de vue-là, alors c'était pas une autonomie au sens d'indépendance, au contraire, c'était une autonomie relationnelle, mais le point de départ, c'était ce qu'ils avaient envie de faire. Et je crois que ça, c'est très important. La deuxième chose qui m'avait frappé dans ces séries d'enquêtes, c'est que, par rapport à ce que tu dis, on apercevait le moment, sur plusieurs exemples, où le passer au bio d'initiatives individuelles par des gens qui faisaient ça parce que ça leur plaisait, parce qu'ils voulaient redevenir autonomes, parce que des raisons qui venaient d'eux-mêmes, ça pouvait devenir une conduite rationnelle pour des agriculteurs pas idéologiquement convaincus de la... Donc, il y avait un moment où il y en avait suffisamment pour que ça devienne une conduite qui se généralise. Avec un autre exemple qui était donné, c'était dans la... Je ne sais plus si c'est dans la région de Genève ou dans la région française de France qui est limitrophe de la frontière suisse, où il montrait comment les services des eaux locaux, pour dépolluer l'eau, avaient intérêt à soutenir l'agriculture biologique. Et donc, c'est là aussi que ça pouvait devenir un incitatif pour des gens qui n'avaient pas une vocation biologique. Donc, il me semble que je retraduirais ce que tu dis en comment une série d'initiatives isolées peuvent-elles devenir un réseau. Et c'est là qu'on se rend compte aussi qu'il n'y a pas de raison d'opposer ce qui est de l'ordre de la société civile et ce qui est de l'ordre de l'État. L'État peut très bien aider, à condition qu'il n'oblige pas, me semble-t-il, ou que ça ne vienne pas que d'en haut. Voilà. De la justice, de la transition juste, etc. Pour proposer, ou voir comment tu réagis à cette idée qui me travaille actuellement, qu'il y a quand même au moins deux grands types de problèmes de nature assez différente. Le premier, c'est celui qui tourne autour de la justice distributive, ou en tout cas de la redistribution, de la réduction des inégalités maintenant, etc. On voit bien que c'est un problème essentiel et tu l'as beaucoup évoqué. Il y a un deuxième sujet qui me semble un peu différent, c'est celui qui reprend la justice de la transition en tant que telle, c'est-à-dire typiquement la question de la transition des emplois. Ce n'est pas exactement du même ordre. Je m'explique. Prenons l'exemple le plus urgent, le charbon. Tout le monde est d'accord pour dire que si on est... où on traite le charbon dans les 10 ans qui viennent, on fait plus d'électricité avec du charbon, où on est capable de rien faire, quoi. En gros, c'est le minimum. Or, du charbon, il y en a, vous le savez tous, sous tous les grands bassins de population mondiaux. Et derrière ça, il y a des gens qui travaillent, quoi. Et prenons un exemple, la Chine, 30 millions de travailleurs dans les mines de charbon. 30 millions. Les Chinois traitent d'ailleurs ça de façon, en tout cas un certain nombre d'officiels chinois répondent à la question en disant oui, c'est très simple, dans 10 ans d'abord il n'y en aura plus que 20 millions à cause de l'évolution démographique, et puis les 20 millions ils sont tous employés de utilities dans le domaine de l'électricité parce que c'est eux qui possèdent les mines de charbon, et donc on leur donne 20 ans pour transformer ces emplois en emplois dans les renouvelables, puisque ces sociétés sont toutes en train de développer un mix électrique différent, etc. Et circuler, il n'y a rien à voir, tout ira très bien, etc. Ça, c'est la façon des Chinois de le traiter, mais ce qu'on voit aussi, c'est que cette question, partout dans le monde, c'est une question qui bloque les politiques aussi.
mise en œuvre des politiques, parce que de toute façon, parce que ça craint, que ce soit en Allemagne, même pour nos 4 malheureuses centrales thermiques au charbon, en Allemagne pour plus que ça, en Pologne, en Afrique du Sud, en Inde, etc. Donc, tu vois, pour moi, c'est un problème un petit peu différent de celui de la redistribution. C'est-à-dire, c'est plutôt la question des gagnants et des perdants. C'est plutôt comment on organise, comment on anticipe pour aider. On n'est pas très loin du problème des agriculteurs. En gros, pour essayer de faire en sorte que ceux qui se vivent comme les perdants de la transition le soient pas complètement. C'est pas le même problème de justice. Et là, je m'adresse à la philosophe sur ce point, à la philosophe politique et à la philosophe de la justice. C'est-à-dire comment tu conceptualises ça et comment tu le traites. Voilà. Oui, donc Sylvain Rotillon, moi je suis au service de la recherche du ministère de la Transition écologique et solidaire, et c'était à la fois un témoignage, c'est sur la première chose, on travaille actuellement sur les expérimentations citoyennes. On a un programme de recherche, CITIN, qui regarde ce qui se passe réellement, concrètement, et on constate effectivement que c'est les motivations des personnes qui s'engagent, que ce soit sur les questions de la gratuité, sur des questions de l'énergie, c'est pas des problématiques de changement de société global, ça part de questionnements immédiats, ça peut être aussi des visions plus globales. Donc on s'intéresse à ça, et sur la question des pesticides, on travaille justement avec des équipes en recherche participative qui cherchent à co-construire des solutions pour diminuer ce passé, améliorer les pratiques de ce côté-là. Ma question, elle était plutôt sur la question des transitions, parce que vous avez botté un peu en touche là-dessus, et je pense que le terme est important. Il y a plusieurs façons de concevoir la transition, et ça guide beaucoup la façon dont on va la mener. On peut, en prenant simplement deux définitions, celle couramment qu'on utilise et celle qui est dans tous les discours, c'est celle de passer d'un état à un autre, comme si on savait quel était l'état sur lequel on voulait aller. Et la difficulté est là. Si on prend cette définition-là, effectivement, on est sur quelque chose d'assez mécanique où on va se dire, je sais d'où je viens, je sais où je veux aller, et il suffit de mettre en place des solutions qui me permettront d'atteindre cet objectif. Or, le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment où on va. Et c'est une autre définition de la transition qui est plutôt le chemin qu'on va suivre pour aller quelque part, sans définir ce quelque part. Et si on se met sur cette définition-là, on voit bien qu'on n'est plus sur des questions de mécanique directe, mais qu'on est sur des questions d'expérimentation et de recherche quasi permanente d'ajustement. Or, aujourd'hui, on est vraiment quasiment systématiquement sur la première définition, et une ministre que je citerai pas a d'ailleurs dit la transition, c'est pas facile, il faut du temps. Mais non, il faut pas du temps si on se met en marche tout de suite. Pierre-Jean Andrieux, ancien professionnel de politique publique et administrateur de l'UNADEL. Je voudrais partir un petit peu de votre point de départ, la citation d'Einstein disant c'est pas avec les pensées qui ont créé les problèmes qu'on va les résoudre. Et ce que vous avez dit presque in fine, on regarde pas assez ce qui se fait. Moi, je suis très frappé dans les travaux qu'on mène à l'UNADEL ou dans les travaux que je mène dans d'autres réseaux que on ne regarde pas assez ce qui se fait, mais surtout, sait-on regarder ce qui se fait? C'est ça qui me semble être la question essentielle. C'est ça qui me semble être la question essentielle. Et notamment, on le voit, un certain nombre de travaux qui font un petit pas de côté, nous indiquent un certain nombre de pistes. Parce que derrière, quand j'entends qu'on parle de cohérence, de co-construction, de citoyenneté et autres, mais tout ça, c'est le langage ancien. C'est le langage de 40 ans de politique publique, l'approche globale, la cohérence, la co-construction, la participation, etc. Or, quand on va aujourd'hui sur les initiatives nouvelles, je le vois d'ailleurs parce qu'on le fait à travers des écoutes territoriales à l'UNADEL, on le fait très souvent avec cette grille-là. Où sont les approches, alors je vais aller très directement au point, où sont les approches qui prennent en compte la personne et pas l'individu, pas l'individu social, mais la personne? Où sont les approches qui font place à la sociologie clinique ou à l'ethnographie? Où sont les approches qui font place à l'anthropologie? Or, on ne peut pas à la fois dire qu'on est dans un moment, je veux dire, de transformation essentielle d'anthropocène et continuer à penser la réalité, y compris les initiatives, parce que c'est là que s'invente le monde, y compris les initiatives, avec les mots et les pensées passées. Merci. Bien, je commence à répondre à Pierre sur la justice, parce que ça tombe sur mes... Alors,
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut distinguer entre la justice distributive puis une autre forme de justice donc, qui est liée à la transition. Bon, la justice distributive, en gros, hein, c'est là-dessus qu'on a beaucoup réfléchi, en particulier depuis Rawls, et bon, et donc c'est ce qu'on appelle l'équité, bon, on a des éléments. Hein. On a des éléments, on a différentes positions. D'ailleurs, je veux dire, on n'est pas obligé de prendre Rawls pour l'Évangile. Hein. Sur la question, et je vais venir à ta question, sur la question des inégalités environnementales, à mon avis, une des raisons qui font que les inégalités environnementales, qui ne sont que la dimension environnementale des inégalités économiques, hein, fondamentalement, c'est pas un nouveau, mais c'est que ça a été montré par un certain nombre de philosophes, dont la philosophe américaine Iris Marion Young, il y a déjà un petit moment. C'est beaucoup plus des questions de justice participative que de justice distributive. C'est-à-dire, c'est pas, si on regarde, si on pense que les questions, par exemple, de ce qu'on appelle la justice environnementale, donc qui porte le fardeau hein, des pollutions, etc. C'est pas, on va comme veut faire France Nature Environnement pour les déchets nucléaires. C'est pas qu'il faut donner un petit paquet à distribuer également la charge. C'est qui prend part à la décision. Hein, et où est-ce que ça se décide. Quant à la question que tu poses, qui est, bon, si on prend la transition au sens le plus classique du terme, c'est-à-dire on va si on décarbone, si on sort du charbon, bah, ça veut dire qu'il va y avoir des perdants parce qu'ils vont perdre leur emploi. Alors moi là, je citerai Montesquieu. Hein. Ceux qui me connaissent savent qu'avant de travailler sur l'environnement, j'ai travaillé sur Montesquieu et que je travaille toujours sur Montesquieu. Dans un truc qu'avait repéré Juppé, d'ailleurs, Juppé avait écrit un livre, comme c'était à Bordeaux, il avait écrit, et Normalien, hein, il avait écrit un livre sur Montesquieu, qui est à la fin du livre 23 de l'Esprit des lois, où en gros Montesquieu fait ce que reprendra Polanyi, c'est-à-dire le rôle, disons, de l'État, c'est d'accompagner les changements. Hein. C'est de faire en sorte que, ceux qui en est pas, qui supportent le poids de la transformation. Et bon, ce que Montesquieu et ce que Karl Polanyi, il y a beaucoup de proximité, me semble-t-il, entre Montesquieu, bon, même s'ils n'ont pas les mêmes positions politiques, mais ce que Montesquieu puis Polanyi reprennent, hein, c'est l'idée qu'il y a des temporalités différentes, hein, et que la temporalité de l'économie n'est pas la temporalité de ce que nous appelons le social maintenant, hein, et que le temps de la perte d'emploi est pas le temps de l'adaptation du marché, et qu'il y a des problèmes d'adaptation de temporalité, et que ça, c'est le rôle de l'État. Le problème, c'est que les États font pas grand-chose dans la situation présente. Retour au risque technocratique, oui. Non, mais je dis c'est le rôle de l'État et il faut voir ce qu'il fait mais disons ça ne va pas, c'est pas le problème de ce que Rawls, reprenant une formule stoïcienne, appelle une société bien ordonnée. C'est un problème beaucoup plus politique. C'est ça que je voulais dire. Mais je ne suis pas en train de dire l'État. Hein. Simplement, c'est là qu'est le problème, quoi. Donc, justice distributive, justice participative, et comment on prend en compte la disparité des temporalités. Et ça me paraît important. Mais je vous ai bien dit que je n'avais pas de solution, que les philosophes sont tout justement à poser des questions, mais pas vraiment à donner des réponses. Alors sur la remarque que vous avez faite et je vais y répondre du coup à la remarque que vous avez faite. Je crois que c'est tout à fait vrai.
hein. Le problème de la phrase d'Einstein, c'est qu'on ne sait pas jusqu'où on remonte, hein. Et c'est sûr que les catégories d'analyse socio-écologique ont besoin d'être remis en cause. Moi, j'avais été très étonné d'entendre, alors c'était à propos des Gilets jaunes, c'était le sociologue François Dubet que j'ai connu à Bordeaux. J'avais été même assez choqué parce qu'il avait dit, mais enfin, nous savons que la France est un des pays les plus égalitaires du monde, et pourtant, les Gilets jaunes se plaignent des inégalités. Donc, ils se trompent. Et c'est que ce qu'ils prennent pour des inégalités, c'est un problème d'identité, et donc, ils sont à droite, et donc on les laisse tomber. Je trouve que c'est incapable. Alors que dans le livre, comment il s'appelle, là, celui qui a publié un petit livre sur les Gilets jaunes, s'appelle Injirom, Laurent Jean-Pierre, non, un nom comme ça, dit, on va remettre en cause nos catégories. Et ça me paraît tout à fait juste. Et je dirais non seulement, c'est pour ça, je crois que je ne sais plus lequel d'entre vous a parlé d'enquête participative. C'est aussi le mode d'enquête. Sauf que, bon, participatif, on met un petit peu tout ce qu'on veut dessous, mais bon, bref. Donc je suis entièrement d'accord. Alors, sur la transition, et ça sera ma dernière réponse, j'avais effectivement préparé quelque chose, parce que le terme de transition est un terme très flou, et ça a été remarqué par plusieurs gens, plusieurs personnes, c'est un terme assez mou, hein. Alors, c'est sans doute parce que la révolution, c'est un terme complètement dévalorisé, hein, ou employé par n'importe qui. Alors, on peut se dire, bon, on a pris transition, qui est un terme plus soft, quoi. En fait, quand on regarde, et moi j'avais un peu regardé parce que j'ai été amené à intervenir dans des trucs sur la transition, c'est un terme de théorie des systèmes. C'est un terme de théorie des systèmes, donc, qui est une théorie multidisciplinaire importante, etc., et qui désigne un processus au cours duquel un système passe d'un régime d'équilibre dynamique à un autre. C'est-à-dire que il y a 1 an ou 2 ans, il y a eu le prix Nobel de physique qui a été sur des études de transition de phase. Hein, donc c'est pas forcément humain, la transition. C'est le passage d'un système à un autre. Et quand on parle de transition, à ce moment-là, on désigne la globalité du changement attendu, c'est-à-dire qu'on n'a pas, il ne s'agit pas de minuscules, de choses disjointes, hein. Il s'agit de l'ensemble du système. Alors on peut parler de système énergétique ou de système écologique, il y a différents systèmes. Et l'autre différence, et là je pense qu'on va retrouver la différence que vous signaliez, la question centrale à ce moment-là est celle du chemin permettant de passer d'un état à un autre, du rythme et des moyens. Hein, c'est pas moi ma propre, comme j'ai un passé lointain, ma propre réticence à la transition, c'est que quand j'avais moins de 20 ans et qu'on émettait des doutes sur le caractère socialiste des pays dits en socialisme réel, non, c'est le moment de la transition, on y arrivera plus tard. Donc j'étais assez méfiante vis-à-vis du terme de transition. Ouais. Bon, mais c'est pas quand on est en théorie des systèmes. Alors à ce moment-là, il peut y avoir une conception de pure ingénierie de la transition. Et je pense que Rockström ou des modèles de ce genre sont des modèles d'ingénierie de la transition. Donc je pense que alors c'est pas forcément ça. De ce point de vue-là, dans le dictionnaire de la pensée écologique là, qui a été dirigé par Dominique Bourg, il y a 2 articles sur la transition, et c'est un peu la vision ingénierique et la vision plus politique. Merci. Alors d'autres questions là-bas, ici, on commence peut-être. Attends, je vais. Oh non, je voulais pas. Oui, on est un certain nombre ici à être engagés depuis plus ou moins longue date dans la transition énergétique et écologique. Si on nous posait la question qui est celle du colloque, on serait en domaine de compétences, pour ce qui me concerne la biomasse, tout à fait gêné pour avoir une réponse globale et parfaite, puisque
c'était une question extrêmement complexe. Ceci étant, certains s'y sont essayés brillamment il y a déjà très longtemps, et ça n'a pas eu beaucoup de conséquences. Bon, je vais citer deux exemples qui remontent à il y a une quarantaine d'années. Bon, Jacques Poli, PDG de l'INRA pour une agriculture plus économe et plus autonome, qui disait en gros, si on continue comme ça, il n'y aura plus d'agriculture en dehors du bassin parisien et de la Bretagne. Bon, nous y sommes, et en plus, ces deux modèles sont en crise. Et la FNSEA a lu, tout le monde a lu ce livre à l'époque. Hein, c'était pas un stagiaire de l'INRA, c'était le PDG qui représentait 7000 quand même chercheurs. Et ça n'a eu aucune conséquence sur notre modèle agricole. Je voudrais prendre un deuxième exemple qui était le groupe de Bellevue avec Philippe Courrèges, Philippe Chartier, Matarazzo pour le plan Alter. Pour une France tout solaire à l'horizon de 2050, qui est un très brillant exercice de prospective. Et là, pas grand monde ne l'a lu. Les gens d'EDF l'ont lu, mais se sont bien gardés de dialoguer avec eux. Et je voudrais vous questionner deux questions sur les choix politiques ou les non-choix politiques. Je vais prendre l'exemple du pétrole et du fissile. Sur le pétrole, personne n'a pris un choix politique. Personne n'a jamais dit on va développer la consommation de pétrole pour augmenter le PIB. Bon, ça s'est fait de façon... disait une acceptabilité politique et sociale. On est passé de 160 millions de tonnes en pétrole à 240 au niveau de notre consommation d'énergie primaire, mais personne n'a fait ce choix politique consciemment. Par contre, sur le nucléaire, ça a été décidé sous De Gaulle, confirmé sous Giscard, mis en œuvre sous Mitterrand, sous du corps des mines, du rapport Péon, de façon totalement classique. Là, c'est bien un choix politique lourd. Donc comment se fait-il que dans un cas, on laisse faire, et dans un cas, on choisit une solution qui aurait pu être alternative, parce qu'à l'époque, on connaissait le photovoltaïque, on connaissait l'éolien, il y avait déjà Photowatt, il y avait déjà Vernier, on savait faire, il y a 40 ans, des solutions énergétiques alternatives, pas à l'échelle d'aujourd'hui, mais on savait les faire. Pourquoi ces choix ou pourquoi ces non-choix ? Merci. Pour rebondir sur l'intervention précédente, je veux dire que Jacques Poli, je trouve que c'est un exemple très intéressant quand même de schizophrénie totale, puisque tout en écrivant ça, il a envoyé l'INRA absolument dans la direction opposée à ce qu'on aurait pu conclure à partir de ce qu'il disait. Donc, absolument. Donc, je trouve c'est intéressant justement de se poser la question de savoir comment un type peut écrire ça, faire le contraire. Et après, évidemment, on peut pas se demander comment les dirigeants peuvent s'y retrouver là-dedans. Moi, ma question était un peu haute. C'était, personnellement, je suis beaucoup plus catastrophiste que toi. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a des points sur lesquels on peut être d'accord et des points sur lesquels on peut pas être d'accord quand on est catastrophiste ou pas? Je trouve que c'est une question qu'on devrait se poser, d'essayer de voir, parce qu'évidemment, quand on est catastrophiste, on se dit, bon, maintenant, ce qu'il faut, c'est préparer l'après. La catastrophe, on l'évitera pas, on va foncer dans le mur, on va se casser la gueule, et le système social va se casser la figure, le système économique aussi, le système écologique aussi, et comment on reconstruit derrière. Est-ce que c'est très différent de ce qu'on va pouvoir réfléchir quand on pense qu'il n'y aura pas de catastrophe vraiment, ou est-ce que c'est de toute façon la même chose qu'il faut faire? Voilà. Oui, enfin, de toute façon, ça va être très rapide parce que c'est un peu en écho à ça. Je voulais juste revenir sur le fait que Catherine a dit que donc les sciences ne doivent pas, au fond, dicter le débat sur la question d'écologie, ou en tout cas qu'il faut les articuler avec la question de la société. Et du coup, cette question de la place à donner aux sciences, c'est pas résolu par le fait de dire qu'il faut donner une place à la société. C'est-à-dire que l'interaction entre science et société, en tout cas entre science et démocratie, ce qui rejoint un peu ce que vous venez de dire sur la question du catastrophisme, c'est quand même les faits scientifiques qui conduisent à dire que l'hypothèse de la catastrophe a du sens. Donc comment est-ce qu'on fait par rapport à la question scientifique et comment est-ce qu'on place les choses par rapport à la société? Oui, Sylvain Boucheron, merci pour cette intervention intéressante. Il y a un point qui me gêne, c'est qu'on dit d'un côté, c'est pas la science justement qui doit dicter ce qu'elle doit faire, mais finalement, qui dicte qu'il faut une transition écologique? Qui sait si c'est une minorité de personnes? Est-ce qu'on n'est pas dans la dictature écologique, c'est-à-dire on impose une vision de société par un petit nombre qui n'est pas, comme dans un système démocratique, 51% des personnes minimum? Donc finalement, où est-ce qu'on fixe, ça en lien avec ce qui a été dit précédemment, cette limite entre qui décide qu'il faut absolument une transition écologique, ou est-ce qu'on subit un choix démocratique qui est allons tous dans le mur, peut-être plus ou moins vite, plus ou moins fort, et puis émergera ce qui émergera ensuite, peut-être.
qui est choisi ou pas choisi. Je réfléchis là. Oui. Bon, je crois que ce que les questions, les problèmes écologiques nous ont appris, c'est l'extrême importance des conséquences non intentionnelles. Une grande partie des problèmes dont nous souffrons sont les conséquences d'actions qui visaient autre chose. Non, mais je parle si tu veux, le changement climatique. Bon, quand on s'est mis à brûler du pétrole, on n'y pensait pas, quoi. Et bon, alors, puisque non, bien avant. Oui, mais même avant, quand on regarde. Oui. Non, mais bon, c'est pas parce qu'on sait quelque chose qu'on en tient compte. C'est en ce sens que je dis personne ne leur a dit arrêtez de brûler du pétrole. C'est ça que je veux dire. On est devant un certain nombre de conséquences, je dirais même les phytosanitaires, hein, où pendant longtemps on n'a pas fait on savait pas ce qu'on faisait. Alors la situation n'est plus la même maintenant quand Greta Thunberg dit vous s'adressant à la génération de ses parents ou grands-parents, vous saviez, vous n'avez rien fait. Là c'est vrai, mais la génération d'avant c'est pas vrai. Bon. D'autre part, il y a effectivement le choix. Il se trouve que j'ai travaillé un petit peu sur les politiques nucléaires récemment, donc je connais un petit peu quelque chose alors que je ne savais rien avant. Je crois que le livre de Gabriel Hecht, qui s'appelle Le rayonnement de la France, hein, qui est une étude d'histoire des sciences, d'histoire sociale, montre bien que ça a été un choix délibéré pour des raisons essentiellement de puissance politique et pour essentiellement surmonter l'humiliation de la défaite de 40. Hein, il fallait redonner à la France une place dans le monde et c'est sur cette base que le CEA a été créé. Hein. Donc ensuite, ce que j'ai cru comprendre, c'est que se sont créés, l'intérêt du livre de Gabriel Hecht, c'est qu'elle montre qu'il y a des cultures différentes, que la culture du CEA n'est pas la même culture que la culture d'EDF. Mais se sont créés des comment appeler ça du terme le plus neutre possible, hein, un certain nombre d'institutions qui ont fait tout pour que ça continue. Et on le voit où à plusieurs reprises dans le nucléaire, il s'agit toujours de se trouver une raison pour que ça continue. Hein. Donc au moment de la crise pétrolière, on n'a pas de pétrole mais on a du nucléaire. Et maintenant on en est à c'est une économie décarbonée. Hein. Le CEA vient d'être rebaptisé des énergies non carbonées. Ouais. Alternatives. Voilà. Donc ça donne des différences qui est à la fois le très grand secret qui a accompagné la puissance nucléaire. Moi je me souviens d'une présentation d'une de mes collègues juristes de Paris 1 qui a montré que pendant très longtemps ça c'est même pas allé jusqu'au Parlement. Hein, c'était entièrement l'affaire de la présidence, même pas du Premier ministre. La présidence du président de la République. Et du corps des mines. Mais quand je dis il y a des gens qui se sont installés et qui n'ont qu'une idée, c'est que ça continue, je pense au corps des mines. De toute façon, ils circulent de l'un à l'autre. Hein. Ils vont de l'Andra à l'IRSN, et puis ils reviennent au CEA, et puis ils passent à EDF. Bon. Donc, de ce point de vue-là, je dirais, il y a politiquement des différences entre ceux devant les conséquences desquelles on est et ce qui a été d'entrée de jeu quelque chose de voulu, sauf qu'on n'a pas pensé à la question des déchets,
qu'on n'a pas pensé à quantité de choses, et que donc on est si vous voulez, pour moi le problème c'est que on est dans une situation extraordinairement complexe où des décisions qui peuvent avoir des effets écologiques sont pas pris pour des raisons écologiques. On sait que l'arrêt de Notre-Dame-des-Landes, par exemple, la décision d'Édouard Philippe, ça a été absolument pas pour des raisons écologiques. La question de l'augmentation des trajets aériens, il n'en a jamais été question. En même temps, la décision a été prise. Donc il me semble qu'on est sans arrêt dans beaucoup plus dans le non intentionnel que dans le non intentionnel, et ça pose des problèmes d'action. Voilà. Bon, alors moi la référence que j'ai, mais ça ne vous intéresse pas forcément, philosophiquement, c'est à Sartre et à la théorie du pratico-inerte qui rend assez bien compte de ce type. Autant, si vous voulez, Smith avait dit, bon, il y a du non intentionnel, mais c'est la main invisible. Le pratico-inerte, tel que Sartre le montre dans la critique de la raison dialectique, il prend l'exemple de la déforestation en Chine. C'est aussi du non intentionnel, mais c'est du non intentionnel plutôt nocif, et surtout dont on reste responsable. Alors que toute l'histoire de Smith, c'était de déresponsabiliser. On peut le traiter comme une nature. Bon, mais ça devient là hyper philosophique. Je laisse tomber. Je ne suis pas sûr de vous avoir répondu. Sur le pétrole, la non-décision, le fait de laisser filer les choses pour long. Mais c'est pour ça, si vous voulez, que je vous disais au début, moi je crois que, comment dire, on est dans ce que Derrida avait appelé la volonté, la volonté de ne pas faire. Donc on veut ne pas agir, me semble-t-il. Donc on laisse filer parce qu'on ne veut pas faire quelque chose. Voilà, mais je ne suis pas sûr. L'autre... ouais, la catastrophe, c'est ça? Il y avait une question avant la catastrophe? C'était toi. Ah oui, est-ce qu'on peut s'entendre? Est-ce qu'on peut s'entendre si on est catastrophiste ou pas catastrophiste? Je ne sais pas si vous suivez AOC. Moi, j'avais fait dans AOC un article qui était de dire pour penser la catastrophe, il vaut mieux pas être catastrophiste. Avec l'idée, bon, je m'appuyais en fait sur des articles, entre autres choses, qui s'étaient faits autour d'Isabelle Sengers, sur l'idée, et puis ce que nous avait dit un ami économiste, la catastrophe étant par définition imprévisible, l'action la plus rationnelle, c'est de ne rien faire. Et hier, toujours dans AOC, tu peux pas dire elle va arriver après-demain. Le timing. Donc tu peux pas la faire entrer dans un... C'est plus rationnel, il faudrait que je reprenne l'argument, hein, mais c'est plus rationnel de ne rien faire que Ça explique l'inaction. Il me semble que le catastrophisme conduit plus à l'inaction qu'à l'action. Et hier, toujours dans AOC, Jean-Pierre Dupuis a fait une critique de Cochet, Servigne, etc. Et il leur fait une leçon de théorie des systèmes. Ah, bon. Je laisserai Jean-Pierre faire sa leçon. Il leur explique qu'ils ne connaissent rien à la théorie des systèmes. Et que, bon. Donc, moi je dirais que si on veut s'entendre, il faut cesser avec les non-catastrophistes, mais qui prennent au sérieux la situation. Il faut cesser d'être catastrophiste ontologique, c'est-à-dire dire la catastrophe est certaine. Parce que là, on ne peut rien en faire. Alors, j'en viens à la question sur la science. Mais j'ai un peu indiqué, et qui a été, vous l'avez reprise, non? C'était plus sur l'aspect démocratie. Mais j'y viens.
que j'ai essayé de dire en disant, bon, je ne vais pas dire que c'est une conversation parce que c'est trop gentil, mais c'est pas la peine d'être Bruno Latour pour dire que la science n'est pas hors de la société et que ce qui se fait, c'est un certain nombre de réseaux bon. Et donc, moi, je pense que la question, c'est à qui parlent les scientifiques. Je vais prendre un exemple précis sur quand j'ai dit le langage commun, quand on est dans la technocratie, pour aller vite, enfin dans l'administration, dans les politiques publiques, le langage commun, c'est les chiffres. D'où la grande réussite de l'économie. C'est le langage commun. Il y a quelque chose qui m'avait frappé à un moment où j'étais au conseil du temps où il y avait Parcs nationaux de France, avant que ça soit réabsorbé par l'agence de la biodiversité. Il y avait un conseil scientifique à Parcs nationaux de France et on avait payé très cher une étude pour comparer les coûts et avantages du Mercantour, je crois, et du parc de la Guadeloupe. D'où il sortait que le Mercantour, finalement, ça représentait une masse d'argent beaucoup plus importante que la Guadeloupe. Ce n'est pas tellement étonnant, bon, vu que c'était sur des questions combien vous prêt à payer. Bon. Et mon mari et moi et quelques autres, on avait dit, franchement, c'est de l'argent, c'est pour rien, ça sert à rien. Et la réponse qui nous a été faite par un certain nombre au moins deux présidents de conseil scientifique de Parc, c'est le seul langage qu'entendent les responsables. Là-dessus, peu de temps après, et en particulier, on avait parlé de porcro-porcroll. Je vais invité par une architecte, enfin quelqu'un qui enseigne en archi à Marseille, on va à Porquerolles et on fait une enquête avec les gens des villes. Enfin, il y a des habitants à Porquerolles, et puis avec aussi, il y avait des employés du parc, qui sont généralement des jeunes scientifiques. Bon, ouais. Et vous savez peut-être, sur la loi sur les parcs, la loi de 2006 fait qu'il y a une charte et c'est plus proche des parcs régionaux, il faut qu'il y ait une entente, etc. Et je pose la question est-ce que la base de discussion, ça a été des études économiques pour convaincre les communes du côté du continent d'adhérer? Est-ce que c'est le seul langage qu'ils ont entendu? On m'a dit non, pas du tout. Ils entendaient d'autres langages. Donc je pense de ce point de vue-là qu'il n'y a rien de mal en soi, c'est qui parle avec qui. Et donc je pense que si on passe du technocratique ou de l'autoritaire au plus démocratique, ça ne met pas les scientifiques dehors, ça met d'autres types de relations. Voilà. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas, je ne suis pas catastrophiste, je ne crois pas non plus à l'inévitable de l'autoritaire. Là aussi, c'est Montesquieu. Pour moi, j'ai lu dans Montesquieu que les despotismes sont des régimes faibles, qui n'ont pas grande capacité à faire quoi que ce soit. Je pense qu'il y a aussi sur le débat catastrophiste une question de vocabulaire. Moi, si on me pose la question, est-ce que tu es favorable à la disparition de la civilisation thermo-industrielle, je dis oui. Et donc, je crois qu'elle est inévitable. Et donc, mais on présente ça volontairement, à mon avis, avec, là pour le coup, je suis absolument d'accord avec ce que tu dis, avec des conséquences, à mon avis, très négatives. On présente ça comme un effondrement, alors que c'est une transformation.
Et rien ne dit que cette transformation ne peut pas se faire, et c'est l'action de tous dans un sens positif. Voilà. Donc il y a une espèce là de... Et on voit bien que la logique catastrophiste ensuite, en effet, débouche ensuite sur l'individualisme forcené. Hein, donc de tout point de vue, cette démarche-là, alors que le fond, il y a un fond qui est réel, et qui est en effet qu'on est dans une forme de civilisation qui est amenée à se dépasser et à disparaître et à se transformer profondément. Et là-dessus, je pense qu'on ne peut qu'être d'accord. Absolument. On peut... Non, mais si tu veux, tu as tout à fait raison. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est qu'on est passé d'un discours catastrophiste visant des actions collectives à, si tu prends les livres récents de Servigne, à, de plus en plus, c'est des attitudes individuelles. Comment et j'en discutais avec Catherine Aubertin, que je pense que tout le monde connaît ici, qui est une économiste donc, et qui disait que ces étudiants étaient très marqués par ce discours et de façon, qu'est-ce que je fais moi pour me sauver moi, quoi. Alors c'est peut-être pas tous les catastrophismes, mais voilà le type de catastrophisme que Jean-Pierre Dupuis, il a quand même mais c'est pour ça que hier il écrivait contre Cochet, Servigne Alors, est-ce qu'il y a un dernier jeu d'intervention? Peut-être d'abord ceux qui ne sont pas intervenus, si ça ne vous ennuie pas. Là-bas. Je vais essayer d'être clair. Moi, c'est vrai que dans tous ces débats-là, j'arrive vraiment parce que voilà, je suis né en 96, donc je découvre encore toutes les questions qu'on doit se poser, tous les problèmes que ça entraîne. Et dans ma démarche, je me rends compte aussi que ça fait quand même quelques années, donc du coup, que je m'investis dans ces questions-là, mais je suis resté pendant toutes ces années dans une sorte de bulle. On pourrait dire de l'écologie des métropoles, là où il y a le pouvoir, là où il y a tous les penseurs, tous les dirigeants, là aussi où il y a les écologistes. La plupart, c'est dans les centres-villes des métropoles. Même quand on arrive en banlieue, on a beaucoup moins ça. Et finalement, est-ce qu'il n'est pas là aussi le problème? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faut pas inventer j'allais dire l'écologie de l'écologie pour la France périphérique, si je veux prendre vraiment une formule, c'est-à-dire de sortir de ça et aussi d'aller vers vraiment plutôt que de dire on a un problème, ça remonte à Paris en gros, et là on cherche des solutions avec des intellectuels et des dirigeants qui potentiellement vont se renvoyer la balle, etc. Est-ce qu'il ne faut pas responsabiliser les échelles plus locales et donc du coup tous les acteurs et de dire la solution vous la trouvez entre vous. Juste dans le prolongement de l'intervention précédente du débat où on était, il y a un travail très intéressant qui a été fait avec des bénéficiaires du RSA à Roubaix, avec des bénéficiaires du RSA qui sont dans une restriction contrainte et qui pendant 18 mois ont travaillé ensemble sur qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce qu'on fait de cette restriction contrainte et qui les a amenés effectivement à valoriser effectivement leur posture d'être obligés d'être restreints, valorisés comme étant une autre manière, eux, d'être au monde et d'être en avance sur tout le monde. Parce que effectivement, ils étaient dans la catégorie des gens qui consomment peu pour des raisons contraintes. Et ce qui était intéressant dans l'analyse, après on peut discuter, on peut débattre politiquement, ce que ça veut dire d'engager les gens comme ça, etc. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il y a un changement existentiel. C'est-à-dire que tout d'un coup, des gens, effectivement,
à travers ça, ne se replient pas, mais bien au contraire, ont le sentiment collectivement d'être au monde et d'être en avance sur le monde qui vient. S'il n'y a pas de questions, moi je vais en poser une troisième. Est-ce que pour rebondir sur le débat sur la transition, je pense que en effet il y a deux conceptions de la transition. Il y a la conception technique de se dire on bascule dans une transition bas carbone, ce qui à mon avis est totalement réducteur et totalement et finalement assez peu opérationnel. Et puis dans l'autre conception où on change de modèle de développement, à ce moment-là, est-ce que la question, et moi je suis convaincu de ça, est-ce que la question n'est pas qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est la société avec un nouveau modèle de développement? Moi, je pense qu'il y a de considérables débats qui ne sont pas posés. Je prends un seul exemple. Est-ce que dans la société que nous souhaitons, du nouveau mode de développement, est-ce qu'il y a l'économie de marché? Est-ce qu'il y a le capitalisme? Etc., etc., etc. Et s'il n'y a pas, qu'est-ce qu'il y a à la place? Bon. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a vraiment une réflexion. Moi, j'ai évidemment quelques idées, mais c'est pas le lieu ici. Mais il y a vraiment une réflexion à se poser sur le thème. Quel est l'horizon? Et je remarque d'ailleurs que quand la focalisation, c'était le cas du temps on parlait du temps, y compris, on parlait du programme de transition de Trotsky. À partir du moment où on se focalise sur la transition, ça veut dire qu'on a une incertitude forte sur le résultat final, d'une certaine façon. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on est vraiment dans cette situation où, au-delà de l'aspect technique de changement, qui à mon avis est très réducteur et n'est pas suffisant de basculement sur une économie bas carbone, on a, je pense, de très fortes incertitudes sur ce qu'on veut exactement sur l'avenir. Oui, bonjour, Jean-Baptiste Burcher. J'avais une question pour revenir sur vous m'entendez, pour revenir sur votre intervention et sur le rôle de la société civile que vous expliquez, et aussi pour filer le propos sur l'innovation en disant qu'elle n'était pas nécessairement technologique, mais qu'elle pouvait être aussi dans les usages ou ainsi de suite. Et en fait, dans votre propos, c'était très intéressant et je trouve l'exemple de l'agriculture se prêtait bien à cette explication-là, mais quand on regarde sur d'autres secteurs qui impactent fortement le bilan climatique, quand on pense à l'énergie ou les transports, comment est-ce que vous voyez cette situation-là et ce triptyque ou ce passage de ce diptyque à ce triptyque, parce que quelle est l'innovation frugale ou de mode d'usage sur le transport ou sur la consommation énergétique qui je veux dire, il y a certes des modèles individuels qui peuvent émerger ou des petites expérimentations qui se mettent en place, mais quelle est l'implication que l'on peut chercher de la société civile sur ces sujets-là et comment arriver finalement à déboucher sur le fonctionnement vertueux de ce triptyque que vous essayez de mettre en place, parce qu'on voit finalement que ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, on est quand même on touche à ce sujet-là où à un certain moment, le pouvoir politique donne une certaine ambition. Alors là, elle est très court terme parce qu'on augmente la fiscalité, mais elle peut être à moyen terme quand on dit on va sortir du véhicule thermique à 2040. C'est très récent, mais je pense que on n'a pas du tout impliqué la société civile dans cette décision-là. Comment est-ce qu'elle va se l'approprier et comment elle va être capable de mettre en place des solutions d'innovation et d'appropriation de ce changement finalement de son coût de la mobilité, de son coût du type de véhicule qu'elle va utiliser, qu'elle a été habituée à utiliser tout le temps. Donc voilà, c'était un peu ça la question. Sur d'autres secteurs finalement, peut-être avec un contenu technologique plus fort ou différent, comment est-ce que la société civile s'approprie cela ? Alors, pour le jeune homme qui est né en 1996, alors vous remarquerez qu'il y a quelque chose dont on n'a pas du tout parlé, il n'y a eu aucune question dans ce sens-là, qui est l'organisation politique des questions écologiques. Il n'a pas été question ni d'Europe Écologie Les Verts, ni bon. Donc, je n'en parle pas. Non, mais je remarque quand même qu'aucune question n'a été posée là-dessus.
Parce que je pense que si vous voulez, non, mais si vous voulez, si je dis ça, c'est que le côté urbain, parisien, et c'est quelque chose qui est lié à l'organisation en partie. Et que si vous prenez plutôt, j'ai cité FNE, mais j'aurais pu citer d'autres associations environnementales, à ce moment-là, on n'est pas forcément à Paris. Hein. Donc, il me semble que, moi, pour autant que je sache, votre présentation, elle est quand même un peu schématique. Il se passe des choses. Alors, c'est ce que j'ai dit depuis le début, on n'en parle pas assez, on s'y intéresse pas assez, mais il y a par exemple toute une enquête européenne en cours, avec c'est Laura Centemeri qui est italienne, mais qui est au CNRS en France, mais qui a des liens avec l'Italie, avec l'Espagne. Donc il y a toute une enquête européenne sur la permaculture, pas seulement comme technique agricole, mais comme mode de vie. Et c'est pas centralisé, c'est pas urbain, donc il y a des choses. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses et qu'on les voit pas, ou qu'on n'en parle pas assez, ou qu'on n'a pas les instruments bons pour les étudier. Mais bon, je pense que Laura, elle a déjà fait une conférence à Sciences 5 questions où elle présente ça, et bon, elle va avancer dans son travail. Je pense que c'est important. Donc, je dirais, il me semble que votre angle, je veux pas dire parce que vous êtes très jeune, mais il est un peu ringard, quoi. Excusez-moi. Je pense que les choses sont différentes. Il n'y a pas que ça, voilà. Mais c'est peut-être quand on commence, on ne voit que ça, parce qu'on voit ce qui crève les yeux. Hein. Mais si vous voulez, c'est un vieux problème. Hein. Quand il y a eu chasse, pêche, nature et tradition, c'était une façon de dire, nous à la campagne, on sait s'occuper de la nature, on n'a pas besoin des écolos urbains. Bon, chasse, pêche, nature et tradition, ça c'est un peu effondré. Bon, bref. Donc c'est peut-être, vous pouvez peut-être regarder un peu plus et vous verrez d'autres choses, mais en même temps, votre remarque est intéressante, importante, parce qu'elle montre que ce qui est visible, c'est le côté urbain et national. Mais je ne pense pas que ce soit la réalité des choses. Et moi, qui n'étais pas trotskiste mais maoïste, je citerai Mao Tse-tung, qui disait qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole. Voilà. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Mais le mot d'ordre est bon. Oui, c'est ça. Alors, on passe directement au capitalisme ou il y avait une question intermédiaire? Alors, je vous ai parlé de cette thèse. C'est la première thèse soutenue en philosophie dans la discipline académique du marxisme écologique. Pour la thèse, c'était simple. Le capitalisme est destructeur. Le problème, c'est que le socialisme... D'ailleurs, il ne parlait plus de socialisme, il parlait de communisme. Et il s'appuyait beaucoup sur l'indigénisme, sur les mouvements... Bon. Donc, si on n'est pas là-dedans, je veux dire, là, au moins, ça a le mérite d'être simple. Hein. Ben, la réponse n'est pas facile. La réponse n'est pas facile. Là, ben, celui qui était le patron de thèse de celui qui a soutenu cette thèse, hein, Paul Guilibert, vous allez peut-être en entendre parler, mais cette thèse est bonne par ailleurs. Et son patron, qui est Stéphane Habert, qui est un des représentants un des marxistes français qui s'intéresse à l'écologie, je me souviens de l'avoir entendu présenter il y a déjà un moment, mais où il expliquait que la sortie du capitalisme, c'était pas un modèle global alternatif, c'était une série de, disons, zones libérées, pour prendre du vocabulaire vietnamien cette fois. Donc, de ce point de vue-là, on retrouve un peu l'écosocialisme anarchiste. Hein. Bon. Oui, impliquer la société civile.
Si vous voulez, j'ai essayé de dire que, allez, je vais encore citer Montesquieu. Moi, je suis pas conseiller du prince. Hein. Je suis pas experte. Et je suis pas conseillère du prince. Donc, bon, je vais quand même répondre à vos questions. Mais donc, moi, j'ai pas à dire comment il faut faire pour impliquer la société civile, au sens de la pousser à faire quelque chose. Tout ce que j'ai essayé de dire, c'est il se passe des choses et on n'en tient pas assez compte. Voilà. Merci beaucoup. Et donc il reste les 3 vœux. Je te rappelle, vœux dans l'ordre que tu souhaites, évidemment. Vœux au secrétaire général de l'ONU, vœux au président de la République et vœux aux citoyens pour accélérer, réussir la transition écologique. Mais ce que je vous ai présenté consistait à essayer de montrer que le cadre des politiques publiques finalement sur la transition est un cadre trop restreint, trop contraignant, qui laisse en dehors de lui la question du social. Donc les propositions que je vais faire, c'est ce qui n'est pas dans mon cadre. Donc je pense que au secrétaire des Nations Unies, c'est la question des migrations, hein, de prendre le plus... qui n'intervient pas là-dedans. Hein. Or, c'est quand même une des grosses questions. Et j'ajouterais que les migrants, c'est pas seulement des humains, c'est aussi des non-humains. Hein, les conséquences du changement climatique, c'est que les végétaux comme les animaux, ils sont contraints à la migration. Donc, ça serait bien qu'on s'en occupe. Le président de la République, là aussi, qu'il écoute d'autres gens que ses experts économiques et qu'il fasse un peu une enquête sur les inégalités environnementales, mais en ne demandant pas à François Dubet, quoi. Pas vraiment. Quant aux citoyens, je crois qu'il y a à se dire, allez-y, on essaiera de vous soutenir.